Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir Tristane Banon pour nous parler de la paix des sexes. Bonjour Tristane. Bonjour, merci de me recevoir. J'ai eu très peur quand on m'a proposé de vous recevoir au début. Je me suis dit, oui, une féministe, moi, homme blanc, 50 ans, hétéro, j'ai tout le profil du monstre. Vous êtes l'ennemi. Oui, heureusement, j'ai vu le titre du livre, La paix des sexes, j'ai été rassuré, et en le lisant d'autant plus, vous allez quand même fort à l'encontre des idées reçues de certaines féministes d'aujourd'hui. Hein. En fait, l'idée avec ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est proposer une possibilité de féminisme qui ne soit pas radical et qui néanmoins prenne de front les problèmes qui nous restent à mener. Ça paraît assez simple comme ça sur le papier, et finalement, quand on décide de s'opposer au radicalisme, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. D'abord parce que le radicalisme est très à la mode et a plutôt bonne presse, surtout dans le féminisme excessif, peut-être même extrémiste, dans lequel je me reconnais pas du tout. J'ai toujours pensé que l'extrémisme était quelque chose qui était mortifère et qui menait à rien finalement. J'ai jamais vu que l'extrémisme, dans toute l'histoire de l'humanité, ait apporté de grandes avancées finalement. Ouais. Et donc je me suis dit, il doit y avoir d'autres personnes qui, comme moi, ne se retrouvent pas là-dedans. Donc je vais essayer de tracer une route nuancée et peut-être plus mesurée et qui arrive à différencier, à distinguer les choses. Et je me suis aperçue qu'effectivement, beaucoup de féministes prenaient ça très mal. Oui, vous êtes fait un peu incendier, non, sur les réseaux sociaux, etc. On peut dire ça comme ça. Un peu beaucoup. Je me prends beaucoup de reproches sur le mode de celle qui défend l'universalisme, ce qui est vrai, puisque je prône un féminisme universaliste, mais... Un féminisme avec les hommes, pas contre les hommes. Avec les hommes, pas contre les hommes. Universaliste dans ce sens où il prône une égalité de fait entre les hommes et les femmes, puisque nous sommes égaux. J'en suis intimement convaincue, il n'y a pas d'essentialisation possible. Un homme et une femme sont capables des mêmes choses. Et c'est ça l'universalisme, c'est se dire que nous sommes des paroles, des actes et des idées avant que d'être des couleurs de peau, des genres et des orientations sexuelles, par exemple, pour revenir à ce que vous disiez. Aussi, ouais. Et beaucoup de femmes considèrent que beaucoup de féministes considèrent que l'universalisme est masculiniste. J'ai découvert ça fait partie des reproches qu'on me fait. Et je m'interroge parce que si l'universalisme, qui est un idéal d'égalité, est masculiniste, à ce moment-là, quel est l'idéal de leur féminisme? C'est une question à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse, mais je la pose. C'est le mythe des Amazones? Je sais pas quel est l'objectif de ce féminisme radical, mais de fait, pour vous répondre, j'ai pas fait un livre pour m'opposer à ces femmes, j'ai vraiment fait un livre pour proposer une autre voie. Et de fait, forcément, au passage, proposant de la nuance, j'égratine la radicalité. Ça, On pouvait pourtant s'attendre à plus de radicalité de votre part, vu votre parcours. Votre nom est quand même fort apparu, on va dire, dans les médias il y a une dizaine d'années maintenant avec l'affaire DSK. Quand on a été victime soi-même, on pouvait s'attendre à plus de radicalité, mais vous avez, et vous dites aussi, il faut dépasser ce stade de victime. On n'est pas victime à vie, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. C'était un message que je voulais faire passer aux victimes, ou en tout cas à toutes celles qui l'ont été et qui le sont encore parfois aujourd'hui. C'est vraiment de dire l'objectif, contrairement à ce que j'entends, contrairement au discours victimaire assez répandu, l'objectif d'une femme qui a été victime, c'est de ne plus l'être, c'est de sortir de cet état victimaire. Pourquoi? Pas juste pour la posture, parce que rester dans l'état de victime, rester dans cet enfermement, c'est rester dans une prison. Et le féminisme aura beau jeu d'héroïser cette situation et d'en faire une position sociale, comme si être victime était devenu un statut social. Ça reste un enfermement, et aucun enfermement n'est souhaitable, parce qu'on a 1000 autres choses à faire qui seront des choses qui seront de notre fait, et on ne peut pas être réduit à ce moment de la vie qu'on n'a pas demandé, qui n'est absolument pas de notre réalisation personnelle et qui est quelque chose qu'on a subi. On peut pas. Sinon c'est annihiler toute possibilité d'épanouissement personnel et de réalisation même professionnelle. Vous ne pouvez parler que pour vous, évidemment, pas pour toutes les femmes, mais votre résilience, ça vient aussi de ce qu'on appelle maintenant la libération de la parole, votre libération de la parole? Je pense qu'il s'est passé avec MeToo quelque chose de très important. C'est pas tant la parole qui s'est libérée, parce que les femmes parlaient, j'en suis la preuve. Mais personne n'écoutait. C'est l'écoute. Oui. C'est l'écoute qui s'est libérée. C'était très important parce que il y avait un problème de respect
vis-à-vis des plaignantes. Et ça, je l'ai vécu dans mon passé, et beaucoup de femmes l'ont vécu. Si je puis me permettre une parenthèse, en ce qui vous concerne, il suffit de revoir sur YouTube ce fameux dîner de Thierry Ardisson où vous racontez que l'agression de DSK à votre rencontre, et d'écouter les blagues et les rires qui circulent autour. Quand on voit ça avec quelques années de recul aujourd'hui, enfin un paquet d'années quand même, ça paraît complètement hallucinant, quoi. Oui, mais pas que. Il suffit de se souvenir aussi en 2011, quand j'ai porté plainte, le lynchage médiatique, ça a été d'une violence absolue, où on a essayé d'expliquer à toute force que j'étais possiblement déséquilibrée, que j'avais des problèmes dans la tête, enfin voilà, et que je n'étais pas digne d'être écoutée parce que plaignante et parce que dénonçant un crime sexuel. C'était compliqué dans la tête des gens de comprendre qu'on puisse porter plainte tard, qu'on puisse porter plainte pour des affaires sexuelles qui étaient encore, dans l'esprit de certains, conditionnées à la sphère personnelle. Donc tout ça a été très compliqué. Il y avait un vrai manque de respect vis-à-vis des plaignantes, et il fallait que ça change. Et en ça, MeToo a été merveilleux et a été une vraie libération. Le problème, c'est qu'on est passé de la nécessité de respect au respect, à l'héroïsation. Et c'est là où il y a eu, à mon sens, un problème, parce qu'on en vient à des demandes de sacralisation de la parole victimaire. Et j'en parle dans ce livre. Il y a beaucoup de féministes qui demandent, par exemple, une manifestation juridique de ça, qui demandent à ce qu'il existe une présomption de véracité, qui voudrait dire que lorsqu'une femme dénonce un crime sexuel, on la croit a priori, et que ce soit la personne qu'elle accuse qui doive prouver son innocence. Donc on inverse la charge de la preuve. C'est une inversion de la charge de la preuve, et la présomption d'innocence n'en déplaise à ces femmes qui m'ont dit, j'ai discuté avec pas mal d'entre elles, et qui m'ont dit que si la présomption d'innocence était un problème, à ce moment-là, il fallait supprimer la présomption d'innocence. C'est à la base de notre droit, et en ce qui me concerne, je sais que d'autres pays le font. Les États-Unis ont inversé la charge de la preuve. Mais à ce moment-là, il faudrait comparer tout le corpus juridique, à savoir qu'aux États-Unis, on peut aussi, avec un peu d'argent, se débarrasser de pas mal de plaintes. Donc, bon, c'est pas nécessairement ce à quoi on aspire. On ne peut pas retenir qu'un petit point de leur droit, vouloir l'appliquer chez nous, au mépris de tout le reste et de tout ce que ça entraîne. Et en ce qui me concerne, à titre personnel, et c'est aussi ce que je défends dans ce livre, pour moi, la présomption d'innocence est une garantie de notre vivre ensemble et de notre défense à tous face à la justice. Et on est passé à une autre forme de lynchage, en fait, quelque part. C'est aussi quelque chose qui me dérange et que j'ai voulu pointer dans ce livre, c'est-à-dire qu'on est passé d'une injustice à une autre injustice. Et j'ai jamais pensé qu'on pouvait combattre une injustice en lui opposant son injustice inverse. Ouais. On a été, si on reprend le problème, vous avez commencé en disant que vous êtes un homme cisgenre de plus de 50 ans, donc a priori l'ennemi. Oui. On ne peut pas, moi je suis pas d'accord avec ces femmes qui disent que à partir du moment où on a été opprimés pendant des centaines d'années, et c'est un fait, il ne s'agit pas de revenir dessus, on a été opprimés par les hommes, il ne s'agit pas maintenant d'opprimer les hommes. Moi j'entends beaucoup de femmes dire on a tellement morflé, maintenant c'est à eux de morfler. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que si on applique cette théorie, à ce moment-là, quand on a aboli l'esclavage, les Noirs auraient dû mettre des chaînes aux pieds des Blancs, et on n'en sort pas, parce que qu'est-ce qui se passe si on fait ça un jour? Eh ben un jour ce sont les hommes qui vont se rebeller, et on va recommencer. C'est un perpétuel recommencement, et je pense que ça n'est pas souhaitable. Il faut être plus intelligent et nuancé que ça, et peut-être se dire, en tout cas c'est ce que je pense, pour avoir constaté que beaucoup d'hommes étaient d'une aide mais incroyable dans le combat féministe, je pense qu'il faut collectivement prendre en main tous les problèmes de sexisme qui restent. Il ne s'agit pas de les ignorer. Il en reste beaucoup au niveau de l'égalité salariale, au niveau de la lutte contre les victimes de violences sexuelles, au niveau de l'éducation, le plafond de verre. Il reste beaucoup de choses à traiter. Mais légalement, vous le dites, vous le soulignez dans votre livre La paix des sexes, Rhysane Bannon, légalement, en fait, l'égalité, elle est là. Donc le combat est plus le même que dans les années 60 et 70. Nos aînées ont obtenu ça. Elles ont obtenu le cadre juridique qui impose l'égalité parfaite, pleine et entière entre les hommes et les femmes en France. Rappelez qu'il n'y a pas si longtemps encore, une femme ne pouvait pas avoir un compte en banque ou un travail sans l'accord de son mari, ce qui aujourd'hui paraît complètement aberrant. Et le nombre de droits et de lois qui consacraient un vrai sexisme et une vraie différence entre les hommes et les femmes était faramineux. Et je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique. En France, le dernier droit sexiste est tombé en 2006. Donc c'est il y a très peu de temps, attention. Donc on a désormais un cadre juridique qui consacre
parfaitement l'égalité. On parlait de l'égalité salariale. L'égalité salariale est imposée par la loi. Donc maintenant qu'on a ce cadre-là, je pense qu'il faut collectivement, hommes et femmes, faire en sorte qu'il soit appliqué. Et c'est là où est le prochain combat. Il est dans tous ces petits combats du quotidien où la loi n'est pas appliquée. Les changements de mentalité, en fait. Les changements de mentalité et s'habituer, parce que très souvent, si on reprend l'inégalité salariale, très souvent, les femmes se sont habituées à ces inégalités. Très souvent, elles n'ont même pas connaissance ou conscience du fait que c'est illégal, tout simplement, et qu'il y a des recours. Et il faut qu'on s'habitue tous à cette égalité, il faut que les hommes nous aident, il faut que tous ensemble, on prenne en main, parfois, peut-être qu'il y a des mesures ou des formations à faire, ou il y a des mécanismes à trouver pour faire appliquer ce droit. Le droit existe, maintenant il faut qu'on le fasse appliquer et il faut qu'on l'accepte et qu'on l'intègre dans nos vies quotidiennes. Il y a beaucoup de choses dans votre livre, Tristan Banon. Il y a votre résilience, évidemment. Il y a ces problèmes d'égalité. Il y a aussi le fait que, comme vous en parliez aujourd'hui, c'est devenu très compliqué aussi parce que on est passé d'un excès peut-être à un autre. Et alors, il y a aussi un terme avec lequel vous êtes, que moi j'ai trouvé assez stupéfiant dans son concept, c'est l'intersectionnalité. C'est stupéfiant. Oui. Alors non, au départ, c'est une belle idée. Faut être honnête. Au départ, l'intersectionnalité, c'est de se dire que, en plus d'être victime du sexisme en tant que femme, on peut être victime de multiples formes de discrimination, du racisme en tant que femme noire, de l'antisémitisme en tant que femme juive, etc., etc. C'est déclinable à l'infini, oui, cette affaire. Et donc au départ, pourquoi pas ? Le problème, c'est que comme souvent les nouvelles féministes sont très radicales et très excessives, elles ont poussé le concept très loin, qui fait qu'elles accordent un soutien face aux problèmes qui peuvent advenir, de façon à géométrie variable, en fait, en fonction de l'agresseur. Parce qu'il suffit que, par exemple, vous vous fassiez agresser par une personne qui tombe dans l'une des cases victimaires. Si vous vous faites violer par un noir ou si vous vous faites agresser par un musulman, dans ces cas-là, elles sont très gênées entre leur radicalité parce qu'elles sont à la fois antiracistes, à la fois contre ce qu'elles appellent l'islamophobie. Ça, c'est un concept aussi, on pourrait y passer une émission de radio entière. Je crois, oui. À la fois contre le sexisme. Et donc, elles doivent faire une espèce de balance entre tout ça et c'est toujours... En général, pas y avoir de hiérarchie là-dedans. C'est toujours la partie féministe qui paye les pots cassés. Et on le voit avec Mila. Ouais. Mila, qui s'est fait... Pour rappel, parce qu'en Belgique, ça a peut-être été un peu moins médiatisé qu'en France. Mila, c'est une jeune fille de 16 ans. C'est vite résumé, parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui avait 16 ans il y a 2 ans, qui, sur un réseau social, se fait plus ou moins draguer par un garçon. Bref, elle finit par lui dire qu'elle est homosexuelle. Lui dit que Allah ne cautionne pas l'homosexualité. Et c'est là où, de façon un peu fleurie, du haut de ses 16 ans, et c'est bien normal, elle finit par dire que Allah lui met un doigt dans le cul. Évidemment, les propos sont récupérés. C'est pas chic, mais enfin, on a le droit de mettre un doigt dans le cul à Allah, et si Allah n'est pas content, il vient se défendre tout seul. Ça fait partie de la liberté d'expression. Elle ne s'en est pas prise à une communauté de croyants, elle s'en est prise à un Dieu que l'on est libre de croire ou pas. Ouais. Elle a connu un concept finalement. Et ces propos ont été récupérés, ont été balancés, j'ai pas d'autre terme, sur des sites, des réseaux islamistes, et donc elle s'est retrouvée menacée de mort. Elle a reçu 100 000 menaces de mort. Elle a été déscolarisée. Elle est sous protection judiciaire depuis 2 ans. Elle n'a plus de vie libre depuis 2 ans. Et elle n'a pas été soutenue par les féministes. Ouais. Certaines ont expressément dit qu'elle refusait de lui accorder leur soutien parce qu'elle considérait qu'elle avait eu des propos islamophobes, ce qui est faux. Et d'autres ont du bout des lèvres acculé parce que les jours passaient et qu'on n'avait pas un modèle. Elles ont fini par du bout des lèvres condamner les menaces de mort, parce que ça, fallait pas déconner quand même, c'était compliqué de ne pas les condamner, en prenant appui sur le cyberharcèlement qui est odieux, sans jamais parler du fond du problème et en ne condamnant jamais les insultes en racisme et en islamophobie qui sont fausses. Elle n'a pas tenu de propos ni racistes ni islamophobes. Donc ça aussi, il faut la défendre à ce niveau-là. Et tout d'un coup, leur féminisme s'est retrouvé complètement perdu au milieu de toute leur radicalité et donc elles n'ont plus su vraiment quoi dire et quoi faire. Mais ce sont les mêmes qui finissent pour les mêmes raisons par dire que le voile, que la femme est libre, en tout cas en France, de porter ou de ne pas porter, que le voile est porteur de liberté, ce qui est quand même une inversion des choses assez dingue, voire même qu'il est un symbole de joie. Donc je les enjoins à porter un voile du matin au soir pour voir si c'est un symbole de joie. Et ce sont aussi les mêmes qui, au moment de la prise de Kaboul par les talibans, ont été très gênées. C'est faux de dire qu'elles n'ont pas parlé. Elles ont parlé pour le coup, mais elles ont
jamais complètement condamné l'application rigoriste de la religion, parce qu'elles ont peur du procès qui dirait que nous avons des yeux de colon et que nous jugeons des religions qui ne sont pas les nôtres. Pourtant, entre le moment où ils sont arrivés, où soi-disant ça allait être différent de la fois dernière et aujourd'hui, on voit quand même que, au contraire, on est quand même sur les rails. Hein. Les talibans inclusifs ne sont pas si inclusifs que ça. Oui. Le taliban 2.0 n'a rien à envier à son prédécesseur. Mais là, on a vu aussi que leur discours était très gêné parce qu'elles avaient du mal à condamner là-bas ce qu'elles autorisent à mi-mot ici. Donc tout ça était très compliqué pour elles. Et c'est vraiment quelque chose d'intersectionnalité. Pour moi, le féminisme intersectionnel, qui part encore une fois d'une belle idée, est un poison, in fine, parce qu'il interdit un féminisme plein et entier et qu'il décide du soutien de façon différenciée en fonction de la nature de l'agresseur. Et c'est pas acceptable. Comme le woke, comme la cancel culture, tout ça est lié en fait. C'est tout ça, ce sont des courants, ce sont tous des excès, ce sont tous des radicalités. J'ai toujours été très effrayée par la radicalité. Je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment née comme ça depuis toute petite. Les choses excessives m'ont toujours rebutée, même quand c'est mu par de très belles intentions. Dès que ça devient excessif, extrémiste, radical, ça, je m'y reconnais pas du tout. Et donc c'est vrai que tous ces courants, qu'ils soient woke, qu'ils prônent la cancel culture, qu'ils soient écoféministe, qu'il soit anticapitaliste et féministe et tout ça relié et marié, enfin voilà, on en arrive quand même à considérer que la galanterie quotidienne est devenue une preuve du masculinisme de notre société et une preuve du patriarcat insidieux de notre société. J'ai pas vraiment l'impression que quand mon mari tire ma chaise pour que je m'asseye, il me prouve sa supériorité masculine. Justement, c'était la question avec laquelle je voulais terminer. Est-ce qu'on peut encore être galant aujourd'hui ? C'est-à-dire que cette histoire, elle part... C'est toujours la même chose. C'est un point de départ qui pourrait être compris et qui est interprété de façon très excessive par ces personnes. Au départ, il est vrai que si on s'en réfère aux origines de la galanterie historiquement, la galanterie était quelque chose accordé par les hommes aux femmes en raison de leur infériorité. Et donc, vu que l'homme était supérieur, il lui octroyait certaines joliesses, on va dire. Mais appliquer ça au galant des années 2020, qui est juste très souvent, et à 99,9% des cas, quelqu'un de bien élevé, et un homme bien élevé qui veut vous attraper le paquet qui est trop haut et qui veut vous ouvrir la portière de la voiture parce que c'est quand même plus sympathique et plus aimable, qui paye pour vous au restaurant quand vous êtes à deux au restaurant parce qu'il a envie... Qui vous fait un compliment. Qui vous fait un compliment. Et puis parfois, attention, c'est aussi l'antichambre de la séduction. Il ne s'agit pas de dire le contraire. Évidemment que parfois, quand un homme, le soir, vous invite au restaurant, c'est une façon aussi de vous séduire. Mais pourquoi incriminer tout ça et pourquoi faire de tout ça la preuve d'une société patriarcale qui ferait de nous des opprimés et des oppressés de cette terreur masculine? Je me sens pas du tout concernée par ça. Moi, j'aimerais bien que les hommes restent galants, en tout cas, et que mon fils qui a 21 mois devienne un homme galant plus tard. Ah, ça, c'est votre travail, hein. Je m'y attelle chaque jour. D'accord. Alors, il y a juste encore un truc, parce que vous faites référence justement à tout ça dans le livre aussi. Il y a une forme de contamination américaine. Le fait de plus oser s'adresser aux femmes comme on le faisait avant, c'est un peu la peur du procès, quoi. C'est quelque chose qui est très américain, qui nous est arrivé et qui aurait mieux fait de rester là-bas. Je cite dans mon livre La découverte de l'Amérique par Simone de Beauvoir, et c'est assez parlant parce que ce qu'elle raconte, c'est ce que petit à petit on est en train de voir arriver chez nous. Elle dit là-bas, pas d'amitié entre les hommes et les femmes, ils ont chacun leur lieu, leur bar, leurs endroits, et pas de réelle connivence entre eux. Et elle se désespère de ça en disant c'est tellement éloigné de notre façon française de penser. Oui. Et puis finalement, notre façon française de penser, petit à petit, par capillarité de ces idées qui aussi, avec les réseaux sociaux, attention, et avec la mondialisation des idées, passent d'un continent à l'autre comme ça très facilement. Et c'est en train de nous arriver. Et moi, je suis très surprise. On n'a pas le temps là d'évoquer chaque cas, mais j'ai tous les jours des témoignages dans des rédactions sportives, parce qu'on a eu des gros scandales dans le sport, par exemple, de journalistes qui me disent on n'ose même plus taper sur l'épaule d'une collègue
parce qu'on a peur de la façon dont ça peut être interprété. Je suis très surprise de voir que... Entre l'épaule et les fesses, il y a quand même une marge. Hein. Mais maintenant, il y a une espèce de terreur comme ça. Je suis très surprise de voir, je pensais pas qu'on en était déjà là quand j'ai écrit ce livre, mais j'ai une journaliste il y a peu de temps qui est venue, son fils a 16 ans, j'essaye de faire très bref. Elle était inquiète parce qu'elle le trouve évidemment très beau et qu'il l'est sans doute, et qu'il ne lui a jamais parlé de petite copine, et elle a voulu en parler avec lui parce qu'elle s'est dit peut-être qu'il a des penchants homosexuels et je veux le rassurer. Ouais. Et en fait, ce jeune homme lui a dit, mais non maman, en fait, tu sais, moi j'ai un copain à l'école qui a 16 ans, qui a une petite copine de 14 ans. Ils ont décidé au bout d'un an de relation de coucher ensemble, et il s'est retrouvé avec les flics chez lui le lendemain matin parce que la jeune fille avait imaginé son dépucelage tout autrement, et que du coup elle a porté plainte pour viol. Je vous rassure, elle a fini par avouer et par dire que ça n'était pas un viol, mais du coup ça a créé un climat dans toute la classe où tous les garçons, à 16 ans c'est quand même l'âge où c'est un peu compliqué de savoir si les filles ont envie, pas envie, si on y va, si on n'y va pas, et maintenant ils osent pas en fait, et tout ça est très triste parce que si on en vient à ce qu'à 14 ans, parce qu'on n'a pas été dépucelé comme on le rêvait, et je peux tout à fait comprendre que ce soit perturbant, et ça fait partie pour le coup ça de l'apprentissage de la vie d'une femme. C'est le dépucelage est un moment qui peut être compliqué. Quand on en vient à se dire qu'il faut immédiatement aller porter plainte pour viol, c'est quand même qu'il y a un problème. Tristane Banon, La paix des sexes, allez en paix alors, et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.